Jean-Philippe Omotunde, La traite négrière européenne, vérité et mensonge. La problématique de la vente de captifs africains par des Africains. Pour bien comprendre l'état d'esprit des Européens à l'époque, il suffit d'examiner leur comportement ailleurs. Ayant découvert de l'or en Amérique, ils exterminent les Indiens en 2 temps 3 mouvements pour voler leur or et leurs terres. Là, c'est l'extermination totale. Ayant exterminé les Indiens dans les îles de la Caraïbe, ils kidnappent alors des Blancs ivrognes dans les ports de l'Hexagone et les conduisent de force vers les Antilles où ils sont mis en esclavage pour y cultiver la canne à sucre. Là, ils usent de la force, voire de la ruse. Dans les îles de Papouasie, ils profitent des rites d'accueil des indigènes naïfs qui viennent amicalement sur leur bateau pour leur sauter dessus avec des filets de pêche et les jeter au fond de la cale. Ceux qui ont le temps de sauter par-dessus bord sont tout simplement abattus à coups de fusil. Là, c'est à nouveau l'extermination totale. Pour l'Afrique, la méthode fut particulière en raison des nécessités du moment pour les Européens. Trouver de la main-d'œuvre servile robuste, premièrement, les navigateurs portugais ne s'embarrassèrent pas de fioritures puisqu'ils kidnappèrent allègrement tous ceux qui traînaient le long des côtes africaines, et cela dès 1441. Sous la menace, ces premiers captifs leur parlèrent de l'existence de gisements d'or en Afrique. L'appât du gain développa alors la mise en place d'actions terroristes sur les côtes africaines, et celles-ci se terminaient généralement dans un bain de sang. Plusieurs navigateurs portugais et leurs équipages furent d'ailleurs découpés en rondelles par nos ancêtres. Exemple, Gonçalo de Sintra, Nuno Tristão. Et d'autres échappèrent in extremis au massacre, mais sans leur équipage. Exemple, Lanzarote. Il fallait donc changer de méthode, et celle retenue fut particulière. L'Italien Alvise Cadamosto devient l'apôtre de la méthode douce qui, ouvrez les guillemets, consistait à acheter aux Zazeneg, morts du Rio de Ouro, des captifs blancs conduits à Lisbonne ou Lagos, dont une partie sous licence revenait en Afrique, au Maroc, où ils étaient échangés contre des Noirs, au taux approximatif de 3 pour 1. Les marchands morts achètent à l'intérieur des terres à Ouadane, ville sahélienne sur la route des caravanes pour Tombouctou, des captifs noirs qu'ils conduisent à Arguin, où ils les vendent les trocs aux Portugais. Par ordre de l'Infant, ceux-ci construisent une factory fortifiée sur le site, la première dépendant d'une nation européenne le long du littoral africain. Puis, ayant pris pied par la ruse et la force sur le sol africain, les Portugais vont entreprendre la destruction des royaumes africains, chose qui sera poursuivie par les autres nations européennes. Quelle fut la stratégie employée? Créer des déséquilibres dans les rapports de force entre royaumes africains. Exterminer publiquement ceux qui refusent de collaborer. Armer ceux qui n'ont plus d'autre choix que de collaborer. Utiliser à profit les ambitions politiques légitimes de certains rois. Diviser les uns contre les autres. Créer des conflits et distribuer des armes pour faire des prisonniers qui seront ensuite transportés à fond de cale des bateaux négriers. Ainsi, ayant de toute façon pris unilatéralement la décision de s'approvisionner en esclaves en Afrique après la découverte du Nouveau Monde, Portugais et Espagnols vont par la suite ruser pour nouer des contacts avec les peuplades du littoral et surtout les fantassins des grands royaumes, serviteurs du roi ou de la couronne. Ces serviteurs du roi vont faire l'objet de toutes les attentions et de maintes pressions de la part de ces étrangers. Il s'agit de trouver une faille dans le fonctionnement même des sociétés africaines. Petit à petit,
Les Européens vont donc forcer certains serviteurs du roi à utiliser leurs nouvelles armes pour se doter d'un royaume qu'ils pourront utiliser par la suite au gré de leurs intérêts. Armés de fusils de fabrication européenne, ils vont donc prendre d'assaut les villes intérieures. C'est le cas par exemple de Lat Soukab Fall, ancien serviteur de la couronne en Sénégambie, devenu un souverain connu pour avoir été armé par les Européens et avoir effectué des razzias. On pourrait encore citer Samba Djeladjo Djigui, autre serviteur de la couronne, ayant suivi la même trajectoire. Les serviteurs du roi, qui comprendront la gravité de la situation, seront tout simplement abattus. Exemple, Moussa Molo en Guinée-Bissau. En échange des armes et des vies sauves, l'homme blanc exige des esclaves noirs pour son commerce transatlantique. Le rapport de force se met alors en place, d'autant plus vite que les conquérants s'activent à construire des forts militaires le long des côtes et à y entreposer des armes de tous les calibres. Fusils, canons, poudre à canon, épées, etc. L'aspect commercial de cette pratique est donc sérieusement mis à mal par son aspect militaire. Les rois africains n'étaient d'ailleurs pas dupes, tel le roi Téziflon d'Alada, qui répondit en ces termes en 1670 aux Français qui lui demandaient l'autorisation d'ériger une factory. Ouvrez les guillemets. Vous allez construire une maison dans laquelle vous mettez d'abord 2 petites pièces à canon. L'année suivante, vous en mettrez 4. Et en peu de temps, votre factory va se métamorphoser en un fort qui va faire de vous le maître de mes États et vous rendre capable de m'imposer des lois. Constatant la destruction de leur royaume, les rois vont donc chercher à rencontrer les Européens pour clarifier la situation. Les choses s'enveniment, puisque le rapport de force est totalement en leur défaveur. Une nouvelle fois, la solution imposée par l'homme blanc est simple. Vous nous livrez des esclaves noirs, et en échange, on vous livre des armes pour défendre vos royaumes contre vos anciens serviteurs, fantassins ou royaumes autrefois assujettis. Si c'est cette problématique historique qui fait dire à Liliane Crété, il faut reconnaître que les Africains furent en partie responsables de leur malheur. Fermez la citation. C'est que l'ambulance crétéoise se moque de la charité. Elle se contredit d'ailleurs plus loin en avouant que, ouvrez guillemets, pour se défendre ou reconquérir leur liberté, les peuples assujettis ou en voie de l'être devaient acquérir des fusils et de la poudre. L'Afrique de l'Ouest fut entraînée dans une course aux armements qui aboutit à un accroissement du trafic des esclaves. Les Africains étaient pris dans un engrenage infernal. Pour obtenir des fusils, il fallait des esclaves. Pour se procurer des esclaves, il fallait des fusils. Au XVIIIe siècle, les guerres tribales mirent la région à feu et à sang. Fin de citation. Guerre tribale, activée et armée par les Européens bien entendu. C'est ce piège finement monté qui fit dire cyniquement à Charles Baker et Victor Marin. Les Africains devinrent eux-mêmes les artisans de leur propre ruine, au seul bénéfice des négriers. Fin de citation. Prenons le cas du roi Popo, sa conquête côtière terminée, il s'était construit un vaste empire. Mais avec l'intrusion des armes occidentales en Afrique et le jeu pervers des Européens, les petits royaumes assujettis à sa couronne vont tour à tour se rebeller.